dans l'édition perdue, Honoré de Balzac. Introduction. Pour commencer, je vais vous donner des informations concernant les sommes d'argent évoquées dans l'édition perdue. Ma problématique sera ensuite exposée. Pour y répondre, nous allons tout d'abord nous intéresser à l'omniprésence de l'argent. Quelle est sa fréquence et sa signification? Ensuite, nous aborderons le culte de l'argent. Quelle est son influence sur l'homme? Enfin, le thème d'un monde capitaliste sera exploité à travers ses milieux économiques. En d'autres mots, le règne de l'argent sera ainsi dévoilé sous trois aspects. Le premier au niveau du langage, le deuxième d'un point de vue social, et le troisième d'un point de vue économique. Il est important de définir la valeur monétaire au XIXe siècle. On nous évoque à plusieurs reprises les mots franc, maille, écu, livre, sou. Mais quelles sont leurs estimations? Il serait judicieux d'avoir un repère à ces quantités qu'on nous présente. Si je prends les notes de l'édition de Jacques Noiret, dont le titre courant est « L'argent et les prix dans l'édition perdue », la base monétaire au XIXe siècle est le franc, mais la livre apparaît fréquemment car c'est l'ancienne dénomination durant la Restauration. Le franc est divisé en 20 sous, le sou est divisé en 4 liards. Les pièces d'argent valaient jusqu'à 5 francs et les pièces d'or sont appelées les louis de 20 francs. Enfin, pour les paiements importants, on faisait des transactions à terme de 3, 6, 9 ou 12 mois. Ce sont ces fameux chèques. Alors remarquez aussi que le salaire moyen d'un ouvrier au XIXe siècle est de 2 francs par jour. Dans l'édition de Patrick Berthier, à la page 33, 1 franc est égal à 3,50 €. L'illusion perdue est le roman de l'argent, véritable héros conquérant de la nouvelle société. On nous évoque l'argent avec un A majuscule et autoritaire dans ce roman. Pourquoi? Ma problématique est la suivante. Dans quelle mesure l'argent domine-t-il le monde? J'en viens à l'omniprésence de l'argent. Si Balzac nous évoque fréquemment des chiffres, des valeurs pécuniaires, et nous les présente sous diverses formes, ce n'est pas pour rien. En effet, Balzac se comporte comme un sociologue. Il va observer les rapports qui lient l'argent à l'homme de son époque. Si nous avons de longues descriptions, ce n'est pas pour nous faire suffoquer à travers nos lectures, mais bien pour nous dévoiler que l'argent est le sujet des conversations au XIXe siècle. C'est pourquoi il peint les mœurs de son époque afin de nous faire entrer dans un monde régi par l'argent et le commerce. Il s'agira ici de percevoir l'influence de l'argent au niveau de l'écrit. Ainsi, le langage se développe. Nous pouvons remarquer que l'argent possède un champ lexical riche, tel que petit jaunet, des flots d'or, écu, maille, sou, louis d'or, pièce d'or, franc, livre. Nous avons donc plusieurs représentations possibles de l'argent et de sa valeur. Le règne de l'argent se retrouve ainsi dans son vocabulaire, car l'apparition de ces mots est très fréquente. Le terme argent apparaît 136 fois, le terme franc 300 fois, la livre 50 fois. Mais qui dit argent dit aussi finance. Il y a aussi un vocabulaire varié du monde des affaires, tels que boutique, affaires, marchandises, compte de retour, commerce, banque, entreprise, la bourse des marrons. Certains personnages reçoivent des qualités du commerce. Loup-cervier, avoué, garde du commerce, proconsul, mécène, négociant, escompteur, les capitalistes, et bien d'autres. Tous ces mots s'ajoutent au vocabulaire de l'argent et de ce qui l'entoure. Mais il est possible que ce vocabulaire s'insère à l'oral sous forme d'expression. Causons d'affaires, faire ses orges, chauffer un succès, la broutille, faire suer les écus, mettre le feu dans les affaires d'un homme. L'argent est donc le sujet des conversations. Il est partout. Il passe aussi sous forme de pensée ou la morale. Qui ne pas tout, disait le vieux Séchard, ne paye à rien. Les gens généreux font de mauvais commerçants. L'avarice commence où la pauvreté cesse. En résumé, la domination de l'argent se remarque par sa présence à l'écrit et par ses expressions, que ce soit au niveau du vocabulaire ou par sa fréquence. Puis, l'argent est un facteur de discrimination. Chez Picty, dans les lignes suivantes. De fait, dans le roman du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, l'argent est partout, non seulement comme force abstraite, mais aussi et surtout comme grandeur charnelle et concrète. Les romanciers nous donnent en permanence les montants en francs ou en livres, des niveaux de revenus et de fortune des différents personnages, non pas pour abreuver de chiffres,
mais parce que ces quantités permettent de fixer dans l'esprit du lecteur des statuts sociaux bien déterminés, des niveaux de vie connus de tous. Il crée des barrières économiques qui séparent ceux qui sont en mesure de payer ou pas. Premièrement, au niveau des prix. Aux pages 224 et 225, on nous évoque le prix des plats de chez Véry. On y boit du vin haut de gamme, on y mange des huîtres et des mets gastronomiques. Je cite, « Il fut tiré de ses rêves par le total de la carte qui lui enleva les 50 francs, avec lesquels il croyait aller fort loin dans Paris. Ce dîner coûtait un mois de son existence d'Angoulême. Il fut tiré de ses rêves, il croyait aller fort loin dans Paris. C'est l'une des premières désillusions de Lucien, car le coût de la vie est nettement supérieur à celui de la campagne. D'ailleurs, cette variété de restaurants est accessible par les gens fortunés. 50 francs correspondraient à 25 jours de travail pour un ouvrier. De plus, prenons l'exemple du restaurant Flicoteaux, qui par ses prix bon marché recense un large public dans le besoin. Il est peu d'étudiants logés au quartier latin pendant les 12 premières années de la Restauration qui n'aient fréquenté ce temple de la faim et de la misère. Le dîner, composé de 3 plats, coûtait 18 sous, avec un carafon de vin ou une bouteille de bière, et 22 sous avec une bouteille de vin. Ce lieu ressemble à un édifice religieux, où les fidèles reviennent en masse car ils sont affamés. On présente le vin de manière vulgaire car il est servi dans une carafe. La bière se boit en bouteille. Nous avons ainsi un contraste en opposant deux types de clientèle. Deuxièmement, nous avons une distinction au niveau du style vestimentaire. Nous avons les Parisiens avec une magnifique parure qui indique de manière implicite un certain luxe. Au contraire, Lucien a l'air d'un campagnard portant des habits à un prix abordable. Après avoir reconnu qu'il y avait une mise du matin et une mise du soir, le poète aux émotions vives, au regard pénétrant, reconnut la laideur de sa défroque et défectuosités qui frappaient de ridicule son habit dont la coupe était passée de mode, dont le bleu était faux, dont le collet était outrageusement disgracieux, dont les basques de devant, trop longtemps portées, penchaient l'une vers l'autre. Les boutons avaient rougi, les plis dessinaient de fatales lignes blanches. Puis son gilet était trop court et la façon si grotesquement provinciale que, pour le cacher, il boutonna brusquement son habit. Enfin, il ne voyait de pantalon de Nankin qu'aux gens communs. Nous avons une accumulation de mots péjoratifs. Les habits sont vieux, passés de mode, usés, trop longtemps portés et horribles. La laideur de sa défroque, et comporte des défauts. À l'inverse, les Parisiens sont à la mode. Bref, Lucien constate que pour maintenir l'élégance parisienne, il faut bien avoir un capital. L'argent permet de maintenir sa prestance. En résumé, les descriptions nous permettent de distinguer les classes sociales ou les richesses à travers les mœurs de l'époque. Le culte de l'argent. Nombreux sont les personnages qui sont influencés par l'envie de pouvoir et d'enrichissement. D'autres ont même un rapport méprisable face à l'argent. Mais jusqu'où vont certains personnages afin de réaliser leurs ambitions? Telle est la question. L'influence de l'argent sur les personnages balsaciens. Dans cette thématique du culte de l'argent, nous allons dans un premier temps nous intéresser au rapport des personnages à l'argent. Le père Séchard est attiré par l'appât du gain. Son nom évoque déjà son caractère. Séchard, sec, une personne peu sensible à ce qui l'entoure. Cette insensibilité se remarque à travers ce passage. Et le vieillard, insensible à tout ce qui ne sonnait ou ne reluisait pas or, laissa la vieille femme sans avoir, ou plutôt sans voir l'effet du coup qu'il venait de lui porter, que je cite ici à la page 706. Ici, l'avare ne jouit de rien, sauf de l'argent. Il veut s'enrichir sans dépenser le moindre sou. De plus, sa relation avec l'argent étouffe sa vie de famille. La ruse d'une avarice qui tuait tout en lui, même la paternité. Comme nous l'entendons souvent, il n'y a pas de sentiment dans les affaires, même lorsque le père, Séchard, vend son imprimerie à son fils. D'ailleurs, c'est même lui qui s'entremêle dans la vie privée de David, afin de garantir le paiement de ses loyers. Tu dois épouser une bourgeoise de la ville, une femme riche de 30 à 40 000 francs. À la page 168. Bref, l'argent lui ronge l'esprit et lui laisse uniquement sa cupidité. L'avarice est un attachement excessif à l'argent. En quelques mots, c'est son avarice qui le pousse à agir. Le père Séchard est obnubilé par les intérêts économiques. On le remarque à travers son héritage, à sa mort. 100 000 écus en or chez leur père, qui représente 300 000 livres. Cela décrit sa façon de vivre, accumuler les gains sans rien dépenser, parce que l'avare
a peur de perdre son gars. Il est à remarquer que les hommes les plus fantasques se trouvent parmi les gens adonnés au commerce de l'argent, à la page 530. Prenons l'exemple du prêteur sur gage, Samanon, qui cède de l'argent en échange d'objets puis récupère sa transaction augmentée d'intérêt. Balzac le décrit comme un personnage terrifiant, avare et froid, parce que c'est bien l'influence de l'argent qui glace ses relations sociales. Aucun des personnages introduits dans les romans d'Hoffmann, aucun des sinistres avares de Walter Scott ne peut être comparé à ce que la nature sociale et parisienne s'était permis de créer en cet homme, si toutefois Samanon est un homme. Nous avons des répétitions du mot « aucun » pour souligner son cas atypique. On va même le remettre en doute par une supposition, si toutefois Samanon est un homme. Tout compte fait, en s'intéressant de plus près à son nom, Samanon nous fait penser à Salomon, dont le nom évoque une origine juive, hébraïque, quoique. Balzac en fait une critique personnelle. Vous pouvez lire le passage 788-789. L'espagnol est généreux, comme l'italien est empoisonneur et jaloux, comme le français est léger, comme l'allemand est franc, comme le juif est ignoble, comme l'anglais est noble. Renversez ces propositions, vous arriverez au vrai. Les juifs font accaparer l'or, ils écrivent Robert le Diable, ils jouent Phèdre, ils chantent Guillaume Tell, ils commandent des tableaux, ils élèvent des palais, ils écrivent Reisebilder et d'admirables poésies. Ils sont plus puissants que jamais. Leur religion est acceptée, enfin, ils font crédit au pape. Les juifs sont haïs car ils sont riches et puissants. Ils ont accaparé l'or. Ils exercent une emprise sur les plus grandes autorités. Ils font crédit au pape. Les procédés anaphoriques du pronom personnel il dévoilent que les juifs sont multiples et partout. En outre, l'argent est à chaque moment un besoin vital, peu importe la situation. Le poète demeura dans un complet abattement, assis dans un fauteuil, au pied du lit de Coralie, en ne cessant de la regarder jusqu'au moment où il vit les yeux de l'actrice tournés par la main de la mort. Il était alors 5 heures du matin, un oiseau vint s'abattre sur les pots de fleurs qui se trouvaient en dehors de la croisée, et gazouilla quelques chants. Bérénice agenouillée baisait la main de Coralie qui se refroidissait sous ses larmes. Il y avait alors 11 sous sur la cheminée. Lorsque Coralie est décédée, nous avons une longue description relatant la scène dans laquelle se trouve Lucien. La brève apparition des sous, en fin de passage, nous dévoile son importance aussi accentuée par le mot « alors » pour impliquer une conséquence. Coralie est morte, mais il y a plus grave. Lucien est endetté, alors il a besoin d'argent. Ce qui vient après la mort est l'héritage, ici présenté par ces 11 sous. L'argent domine la condition humaine et la raison. Par conséquent, l'argent incite de manière malsaine les personnages balsaciens. C'est d'ailleurs une voix qui incite Lucien à tout miser lorsqu'il se trouve au salon de jeu de Paris. Lucien, resté seul au jeu, porta ses 30 louis sous rouge et gagna. Enhardi par la voix secrète qu'entendent parfois les joueurs, il laissa le tout sous rouge et gagna. Son ventre devint alors un brasier. Malgré la voix, il reporta les 120 louis sur noir et perdit. Ici, deux voix s'opposent. La première, la voix de l'argent qui est la passion du gain, elle est personnifiée en encourageant Lucien, qui lui est enhardi. La voix secrète est une représentation mentale que certains joueurs vénaux peuvent entendre, comme si quelqu'un leur soufflait les mots à l'oreille. Ça rentre en écho. La deuxième, c'est la deuxième voix. Celle-ci, c'est la voix de la raison. Et malgré la voix, Lucien n'est plus lucide, et la soif du capital contrôle l'emprise du personnage. Il gagne jusqu'au moment où il perd tout. C'est encore une fois la voix qui l'incite à signer ordre sous le nom de David. « De l'argent !» lui criait une voix. Bref, l'homme a un rapport de soumission avec l'argent. Enfin, ce dernier influence non seulement les personnages balsaciens, mais aussi un plus large public, appelé les viveurs, qui représentent les dandys du XIXe siècle, des personnages qui mènent une vie de plaisir. Ainsi, ils vivent de manière excessive en voulant faire l'étalage de leur confort. Cependant, nous allons voir dans un deuxième temps qu'il existe des personnages qui méprisent l'argent et de son emprise sur l'homme. Ce sont les membres du Cénacle, un groupe d'érudits qui prônent la littérature comme un art en soi. À l'inverse des comportements égoïstes et individuels que nous avons pu voir jusqu'à présent, ces membres agissent avec solidarité et bienveillance envers Lucien. Ce sont les intellectuels
Ils n'ont aucune vanité. Certains, comme Fulgence Ridal, vivent en demandant le strict minimum lors de ses productions théâtrales. D'autres, comme Léon Giraud, possèdent un revenu qui se base sur le mérite et le temps consacré à ses œuvres. Toutes ces attitudes nous font penser à la doctrine philosophique des cyniques. Michel Chrétien, pauvre Lucien comme Daniel, comme tous ses amis, gagnait sa vie avec une insouciance diogénique. Et je cite encore, l'envie, cet horrible trésor de nos espérances trompées, de nos talents avortés, de nos succès manqués, de nos prétentions blessées, leur était inconnu. Tous marchaient d'ailleurs dans des voies différentes. En somme, la richesse, la gloire ne les intéressent pas. Ils prônent une vie intellectuelle. C'est un bref chapitre, car il y a peu de personnages qui méprisent l'argent dans l'illusion perdue, à l'exception du Cénacle. La dénaturation de l'homme. Enfin, dans un troisième temps, l'homme se dénature par ambition. Il est dit chez Georges Lukács que les illusions perdues sont l'épopée tragicomique de la capitalisation de l'esprit, à la page 50. Si les personnages balsaciens témoignent d'une certaine tendresse, c'est bien pour mettre au point une stratégie machiavélique pour atteindre un but bien précis, qui est le profit. Lorsque Fendant et Cavalier se présentent à Lucien pour acheter les droits de l'archer de Charles, ils utilisent la langue de bois pour faciliter les négociations. Mais il compensait ces désavantages par le milieu de ses discours, il arrivait à ses fins par la conversation. Ici le mot mielleux nous rappelle sa douceur, mais une douceur hypocrite, puisqu'elle tente de tromper Lucien. Bref, cette dénaturation se voit aussi dans le journalisme, puisque Lucien est contraint de publier des articles mensongers afin d'accumuler les bénéfices. Il continua la série de ces petits articles, et fit des efforts énormes pour produire de temps en temps quelques belles pages de critiques fortement pensées. Mais l'étude était une exception, le poète ne s'y donnait que contraint par la nécessité. On le remarque par contraint par la nécessité. Balzac emploierait aussi le terme de prostituer la muse, à la page 348. L'homme se travestit, il devient même l'esclave de l'argent. Mon Dieu, de l'or, à tout prix, se disait Lucien. L'or est la seule puissance devant laquelle ce monde s'agenouille. À la page 244. Cette notion de servitude est d'ailleurs exploitée dans le culte du veau d'or, avec Vautrin. Votre société n'adore plus le vrai Dieu, mais le veau d'or. Cela fait référence au récit biblique de Moïse. L'argent est une divinité, on l'implore, on use de moyens fauves et on prône l'égoïsme, l'avarice, la trahison et la soumission de l'esprit. Une autre citation révélera de manière plus précise cette thématique. « Hé, enfant, ne vois-tu pas que nous faisons 4 lieues à l'heure? Nous allons dîner à Poitiers. Là, si tu veux signer le pacte, me donner une seule preuve d'obéissance, elle est grande, je la veux. Eh bien, la diligence de Bordeaux portera 15 000 francs à ta sœur. Mon père, je suis à vous, dit Lucien ébloui de ce flot d'or. Ici, nous pouvons remarquer les éléments de la soumission. Il y a un pacte faustien, le pacte du diable, une forme d'obéissance secrète. Ensuite, nous avons des éléments qui expriment la tentation du mal par les phrases exclamatives qui incitent Lucien à la soumission. Son envie est présentée par ceci, ébloui par l'or. En somme, pour parvenir à leurs fins, qui sont le profit et le gain, les personnages balsaciens se dénaturent ou se soumettent. Un monde capitaliste naissant. Dans cette dernière thématique, il s'agira d'abord de voir comment les personnages s'enrichissent dans divers milieux, ensuite de percevoir les opérations financières qui en découlent à travers les crédits. Enfin, nous terminerons sur l'industrie de l'imprimerie. D'après Frank Schoorevegan, Illusion perdue est l'évocation d'une littérature malade, dominée d'un bout à l'autre par la loi économique. Tout d'abord, le marché financier est un thème important dans Illusion perdue, parce qu'il dévoile tous les milieux dans lesquels les personnages peuvent s'enrichir. Ce marché financier englobe le commerce littéraire, le théâtre et le journalisme. En débutant par le commerce littéraire, on nous plonge dans un univers transformé. Les libraires sont des marchands, des spéculateurs, qui veulent acquérir un plus large public afin de croître leurs profits. Ils ont des fonctions bien spécifiques, que nous avons déjà vues avec l'exposé de Raphaël. D'abord, nous avons des libraires commissionnaires, ceux qui s'occupent à négocier un livre afin de le transmettre à un revendeur. Puis nous trouvons des libraires escompteurs, des bouquinistes. Enfin, des libraires éditeurs, ceux qui sont en service de presse.
En ayant créé un monde qui se base sur la recherche du profit, Balzac nous dévoile les affaires des commerçants. Je cite, ce qu'il avait compris de cet argot commercial lui fit deviner que, pour ces libraires, les livres étaient comme des bonnets de coton pour des bonnetiers, une marchandise à vendre cher, à acheter bon marché. On compare le livre à une simple marchandise. Néanmoins, le succès commercial du livre dépend de plusieurs facteurs. Le premier concerne le genre littéraire. En effet, la poésie n'attire plus le lectorat, et on va ainsi privilégier les romans. Le deuxième résulte selon le titre du livre, car Fendant en proposera un autre à Lucien pour qu'il soit plus percutant envers le public. Le troisième dépend de la renommée de l'auteur. Il y a aussi l'opinion de la presse qui influence la demande. Enfin, le quatrième s'applique aux moyens du libraire-éditeur, car ce sont les capitaux à risquer. Moi, je ne m'amuse pas à publier un livre, à risquer 2000 francs pour en gagner 2000. Je fais des spéculations en littérature. Je publie 40 volumes à 10 000 exemplaires, comme font Pankouk et les Baudouin. On se retrouve sur un marché où il faut gérer l'offre et la demande. Gérer l'offre à la demande, où le profit l'emporte face à une littérature intellectuelle. Aucun libraire ne veut attendre. Le livre d'aujourd'hui doit être vendu demain. Dans ce système-là, les libraires refusent les livres substantiels, auxquels il faut de hautes, de lentes approbations. Autrement dit, le temps c'est de l'argent. On mise sur ce qui est rentable le plus rapidement possible. Un autre milieu bien connu d'Honoré de Balzac est le journalisme. C'est un lieu où on y crée la réussite ou le malheur. La critique de la presse permet d'augmenter non seulement les bénéfices liés au marché du livre, mais aussi les entrées de fonds du théâtre. Depuis 2 heures, aux oreilles de Lucien, tout se résolvait par de l'argent. Au théâtre comme en librairie comme au journal, de l'art et de la gloire, il n'en était pas question. Ces gens du commerce vont donc scruter tous les moyens possibles afin de s'enrichir. On fait sur les billets de spectacle le même trafic que sur les livres. Tu verras un autre Barbet, un chef de claque. Il ne demeure pas loin d'ici. Nous avons le temps. Viens. Le théâtre est une source de revenus supplémentaires avec le trafic de billets. D'autres méthodes sont quelquefois pratiquées dans le monde journalistique, comme le chantage. L'article rédigé par Lucien avait cassé la vente du livre de Nathan. Doria, qui avait misé une somme importante sur l'œuvre, risquait de tout perdre. Doria, qui avait 500 rames à vendre, accourait donc pour capituler avec Lucien. De sultan, le libraire devenait esclave. Il y a inversion des rôles. Doria passe de sultan à esclave. Il capitule. Enfin, ils arrivent donc à un compromis. Quoique, le chantage permet à celui qui l'exerce de soumettre sa victime à son bon vouloir. Il possède des moyens pour la détruire. La victime se soumet et accepte. Comment les dettes sont-elles perçues dans Illusion perdue? Tout d'abord, si nous prenons compte de l'avis des viveurs, les dettes sont un moyen pour parvenir au succès. Elles sont même bénéfiques. Les viveurs savaient prouver à cet enfant que ses dettes seraient l'aiguillon d'or, avec lequel il piquerait les chevaux attelés au char de sa fortune. Page 515. Nous avons ici une référence mythologique, car en réalité, le fils du dieu Soleil, qui se nomme Phaéton, s'empare du char solaire, en perd le contrôle et se fait foudroyer par Zeus. C'est une situation ironique, puisqu'on va comparer le destin de Lucien à celui de Phaéton. Cette critique se remarque ici. Les dettes. Il n'y a pas d'homme fort sans dette. Page 514. Est-ce que les créances ont-elles une fatalité? Est-ce qu'un homme riche qui possède de grandes créances est-il toujours considéré comme riche? Alexandre Perrault affirme ceci. Le crédit balzacien n'est pas une question d'argent, car il n'est pas l'argent. Il s'objective bien sûr grâce à des opérations financières, des banquiers, des billets et une législation. Mais le crédit est beaucoup plus simple qu'un simple moyen de paiement. Là où l'or se donne comme une valeur absolue, inaltérable, comme une richesse que l'on capte ou que l'on perd, le crédit représente l'argent relatif, fluctuant et insaisissable. L'argent signé, gagé sur les individus qui le manipulent en le chargeant de leur temps. Autrement dit, le crédit est un contrat qui se base sur une confiance mutuelle et qui engendre une dette morale. Ensuite, Balzac nous présente l'engagement que tout homme doit faire durant son époque. Payer. S'il n'est pas en mesure, la banque emploiera des méthodes honteuses et légales car elles se basent sur la loi. Les frais sont comparés à des instruments de torture. Page 647. Un conte fantastique. Page 649. En jouant sur les mots avec la facture à payer, il y a l'histoire fabuleuse qui produiront des capitaux fictifs.
supplémentaires pour les notaires et avocats. De plus, Balzac critique ce milieu comme étant absurde et en agissant dans la démesure. Nous arrivons enfin à la dernière partie, l'industrie de l'imprimerie. Nous allons nous centrer sur le monde industriel de l'imprimerie. Quelles sont les innovations possibles afin d'optimiser un bénéfice? L'imprimerie des Séchard a une importance toute particulière, car c'est le sujet qui amorce et achève l'histoire d'Illusions perdues. Je l'ai séparé du monde financier parce que David, au contraire des écrivains, journalistes et des gens du théâtre, est un vrai entrepreneur. Il engage des capitaux, utilise une main-d'œuvre en vue d'une production et il fait face à une soi-disant concurrence, les Cointet. David devient le nouveau propriétaire de l'imprimerie. Si Balzac choisit le village d'Angoulême, c'est simplement une intention réaliste, car Angoulême est connu pour ses imprimeries et ses techniques typographiques au XIXe siècle. David désire de faire fortune, mais il n'est pas le seul entrepreneur. Pour parvenir à son but, il se lance dans une nouvelle méthode de production, une production à bas prix. On arrive par des machines à résoudre le problème du bon marché que procurera à la Chine le bas prix de sa main-d'œuvre. Si nous parvenions à fabriquer à bas prix du papier d'une qualité semblable à celui de la Chine, nous diminuerions de plus de la moitié le poids et l'épaisseur des livres. À la page 162. On arrive, par le moyen des machines, à innover dans certains secteurs. David s'inspire de cette méthode, car ce sera une révolution intellectuelle et industrielle. Cette production à bas prix pourra se faire grâce à la substitution du chiffon. Il s'inspire d'un procédé bon marché, le papier chinois. Il s'agit donc pour David de créer en plus grande quantité, plus vite et à plus large échelle, afin d'acquérir un plus large profit. Mais les problèmes financiers arrivent très vite, notamment avec les crédits impayables. Son entreprise se vide gentiment. Il a les connaissances requises pour créer des inventions, mais nous savons qu'il a des problèmes d'argent. Les concurrents, les Cointet, profitent de cette occasion et le poursuivent à travers les créances afin de découvrir son brevet. Bref, David se trouve obligé de se lier aux Cointet et par ses mauvaises opérations, il n'arrive pas à produire son papier. Enfin, il décide de casser son contrat avec eux. En d'autres mots, le monde de l'industrie se résume par ces points. La recherche du profit, la production à bas prix, les innovations, le brevet, la concurrence ou les monopoles et les rêves industriels. Bref, David décidera de vivre avec l'héritage perçu et mènera une vie paisible avec Ève. Conclusion. Le règne de l'argent, en termes de vocabulaire, en termes de fréquence, en termes de barrière économique. L'argent, en termes de domination des esprits, de dénaturation de l'homme par ambition de gain. Et en troisième point, le monde capitaliste, un commerce dans les milieux intellectuels, les rouages abusifs des créanciers, une recherche du profit à travers son entreprise. En somme, le règne de l'argent se voit à travers son vocabulaire, par sa fréquence des mots. L'argent est un facteur discriminatoire, car les coûts de vie creusent l'écart social. L'argent domine les esprits, à l'exception du cénacle. L'homme se dénature par ambition, en quête de profit. Le monde capitaliste se développe dans tous les milieux. Il nous présente aussi les rouages abusifs des créanciers. La loi du plus fort représente la mentalité des entreprises capitalistes. Bref, Illusions perdues présente une littérature où l'argent est un des personnages principaux. On peut le comparer à la marmite de Plaute, à l'avare de Molière, à Madame Bovary de Flaubert, à l'assommoir, à Germinal d'Émile Zola. Illusions perdues est un roman d'apprentissage, car il nous enseigne les moyens de nous défendre en nous présentant les personnages perfides attirés par le gain. Le roman nous laisse le choix de suivre le destin de David, mener une vie paisible avec sa famille ou celle de Lucien, une vie soumise à l'argent. Deux citations importantes qui caractérisent ce livre que je tiens dans les mains, aux pages ô combien grandes et importantes. Actuellement, l'argent est tout. Celui qui a de l'argent est maître de tout. À la page 22. À la page 7, l'argent, par le temps qui court, donne le plaisir, la considération, les amis, les succès, les talents, l'esprit même. Ce doux métal doit donc être l'objet constant de l'amour et de la sollicitude des mortels de tout âge, de toutes conditions, depuis les rois jusqu'aux grisettes, depuis les propriétaires
jusqu'aux émigrés.